Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Alors je suis auteur, dessinateur, scénariste. J'ai commencé dans la presse pendant de longues années. Et puis par la suite, j'ai commencé à faire de la bande dessinée avec un premier album qui s'appelait Il faut tuer José Bové. J'ai créé d'autres séries. Silex and the City, une famille préhistorique, 40 000 ans avant notre ère. Une autre série, cette fois associée à Charles Pépin, le philosophe, qui s'appelait 50 nuances de grec. Et une petite incartade vers la philo, des albums qui s'appelaient La planète des sages ou Platon la gaffe, qui étaient des hybrides texte et dessin. Et puis, ça fait maintenant près de 12 ans qu'il m'a été donné de succéder à René Goscinny comme scénariste de Lucky Luke. Quelle présentation! On a forcément reconnu Jules. Bonjour Jules. Bonjour. Ça m'évite de refaire toute la présentation que j'avais prévue. On est heureux de te recevoir pour tout ce que tu viens de raconter, et aussi parce que se tient en ce moment au musée de la bande dessinée d'Angoulême une exposition qui s'appelle Croquet, qui explore les liens entre bande dessinée et nourriture, dans laquelle on retrouve certaines de tes planches, de tes dessins originaux, extraits de ta dernière bande dessinée sortie il y a quelques semaines, qui s'appelle La fin de l'histoire, F-A-I-M, c'est publié chez Dargaud, avec Aitor Alfonso, qui lui écrit des grands textes. Vous revenez comme ça sur l'histoire du monde à travers la gastronomie. Explique-nous le principe de ce livre et comment t'es venu ou vous est venue l'idée de ce livre. Alors Aitor Alfonso, c'est un garçon que je ne connaissais pas du tout, qui m'a appelé. Comme beaucoup de gens m'appellent régulièrement, chaque semaine, j'ai une proposition de quelqu'un qui me dit « Voilà, ma tante a eu une vie de dentiste extraordinaire, il faut écrire sa vie en 8 tomes et je pense que vous êtes la bonne personne. » Et en général, j'écoute poliment et je décline ce genre de choses. Ou alors, série de bande dessinée façon manga sur la déclaration fiscale ou des choses comme ça. C'est souvent insolite et un peu à côté de la plaque. Et je trouve toujours des excuses. Je m'apprêtais à faire ça quand le téléphone a sonné. Et Aitor Alfonso, qui s'est avéré être un critique gastronomique, une des fines fleurs des plumes qui écrivent sur la cuisine, alors pour le fooding, pour Time Out, etc., a commencé à me raconter une idée qu'il avait, qui était de dire, voilà, j'aimerais bien savoir ce que mangeaient les hippies à Woodstock pendant le festival, les Parisiens pendant le siège prussien en 1870 et pendant la Commune, Scarlett O'Hara dans les plantations de coton. Et en fait, au bout de quelques secondes, je voyais un livre, je voyais une bande dessinée, je voyais des personnages en costume défiler devant moi. Je me suis dit, mais c'est génial. Ça faisait longtemps. Moi, je suis historien de formation, ça j'ai omis de le dire. J'ai enseigné l'histoire avec une spécialité autour de la Chine, mais j'ai jamais trouvé vraiment de livre stricto sensu d'histoire qui m'emballe et qui m'emporte comme ça. Et là, je me suis dit, mais c'est l'occasion de faire cette espèce de grande fresque saga en costume de notre histoire, à travers les continents et les siècles, par cet angle-là. Moi, je suis un gros gourmand, mais en même temps, j'avais pas de connaissances particulières concernant la gastronomie, et grâce à lui, j'ai plongé là-dedans. Et puis, j'ai découvert que, en fin de compte, j'avais déjà entendu parler de lui, ce Aitor Alfonso, parce qu'il a aussi un compte Instagram très suivi sous le pseudo de Sauce Gribiche, et donc j'ai vu que ce n'était qu'une seule et même personne. Justement, comment vous bossiez? Est-ce qu'il écrivait ses textes en amont, il te les envoyait et tu les illustrais? Est-ce que vous définissiez ensemble? Comment se faisaient les allers-retours? Les textes venaient avant les dessins, contrairement à ce que j'ai pu faire avec Charles Pépin, où pour le coup je me disais voilà, je vais faire une page sur Schopenhauer, sur Leibniz ou sur Baudrillard, et lui faisait un texte autour de la philo en regard. Là, c'est Aitor qui faisait des recherches extrêmement scrupuleuses sur manger avec les Vikings, manger avec les samouraïs, manger dans les tranchées de 14-18. Et moi, à partir des éléments qu'il y avait, et puis d'autres choses que j'incorporais, je rallongeais la sauce d'une certaine façon. C'est comme ça qu'on a travaillé, mais en même temps, on s'est mis d'accord sur une façon de balayer toutes les périodes. C'est très ambitieux. Dans le tome 1, il y a 25 périodes, de Lascaux jusqu'à la Station spatiale internationale. On a prévu de faire 2 autres tomes où on va remettre les compteurs à zéro. On va remonter aux époques les plus anciennes, la Mésopotamie, jusqu'aux plus récentes, peut-être les gilets jaunes sur les ronds-points. Voilà, ça nous excite pas mal pour les quelques années qui arrivent. Alors si je prends quelques exemples, le livre s'ouvre sur manger à Lascaux avec Cro-Magnon et ce serveur qui demande à ses clients quelle cuisson du mammouth ils veulent. Finalement, on n'y pense pas, mais c'est une évidence. Voilà, mais c'est-à-dire que tous les petits travers et tics d'aujourd'hui autour de nos comportements alimentaires, les courses qu'on fait, les représentations, les manières de table, c'est rigolo de les transposer dans différentes périodes, quoi. Voilà, imaginez un samouraï invité chez Nadine de Rothschild avec énormément de couteaux devant lui en disant vraiment, j'ai l'habitude
l'habitude d'utiliser mon sabre, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? On croise un critique du Lascaux et Millot. Ah, le Lascaux et Millot, bien sûr, le premier guide de gastronomique d'avant l'invention de l'écriture. Les pyramides, c'est des Toblerones, forcément. Ça donne, voilà, c'est les Égyptiens, ils sont là à se balader dans le désert et tout, puis à chaque fois ils voient une pyramide, ils disent ah, t'as pas envie de Toblerone là, je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps envie de Toblerone. Voilà, mais en même temps, voilà, dans les textes d'Aitor Alfonso sur l'Égypte, moi j'ai appris des trucs de fou, que en fait le foie gras c'était une invention déjà des Égyptiens, ils gavaient des oies, ils se régalaient de tout ça, et aussi que par exemple la boisson nationale égyptienne c'était la bière, alors qu'on imaginait plutôt des Gaulois ou des Belges dans le plat pays. Alors on passe par Woodstock, par les Aztèques de Mexico, l'arrivée des conquistadors, Pompéi, enfin voilà, une grande partie de l'histoire mondiale, et on est vraiment content de montrer certains de ces dessins dans l'expo. Comment t'expliques que l'histoire et la gastronomie, ou que l'histoire se raconte aussi bien à travers la gastronomie? En fait, les historiens de la deuxième moitié du XXe siècle ont très bien compris que la micro-histoire, finalement, qui se distinguait de l'histoire bataille telle qu'on l'a racontée traditionnellement avec les sacres de rois, les prises de villes, les grands événements un petit peu tête de gondole des romans nationaux, ne suffisait pas à raconter notre grande expérience humaine telle qu'on pouvait l'appréhender, et que des petites choses de vie quotidienne. Il y a eu la collection La vie quotidienne, que les historiens connaissent bien, à Rome pendant l'Empire, à Pékin sous les Mandchous, etc. Éclairait énormément de choses. Et puis aussi, on s'est rendu compte qu'il y a plein de petits morceaux des tessons de bouteilles, des analyses d'ADN, des pollens d'abeilles, qui racontaient des choses fascinantes sur qu'est-ce que c'était finalement, en dehors des grandes peintures qu'on peut voir dans la grande galerie du Louvre, la vie de nos ancêtres. Et cette chose-là, la cuisine est parfaite pour ça, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a en commun, un fondamental de l'expérience humaine, c'est-à-dire le matin on se réveille et il faut s'alimenter jusqu'au soir, et c'est une condition de survie de l'espèce. Donc cette expérience-là, tout le monde là, des régimes les plus dictatoriaux fascistes aux plus grandes démocraties, des peuples les plus pauvres aux peuples les plus fastueux. Ce prisme, cette lorgnette, elle est extraordinaire, et elle se croise aussi avec le langage et les représentations, parce qu'on ne se contente pas de manger, on en parle, on le raconte, et ça, on le trouve dans toutes les cultures, sur tous les continents. C'est complètement étonnant. Justement, tu dis on en parle, on le raconte, et on le raconte beaucoup en bande dessinée, c'est aussi ce que montre l'exposition, depuis Topfer, Winsor McCay. Là aussi, comment t'expliques que la bande dessinée, dès le départ, est très liée à la nourriture, est très liée à la gastronomie, aux boissons au sens large, au vin, etc. Je pense qu'il y a plein d'éléments qui contribuent à ça. Pour un dessinateur, tout simplement, dessiner la nourriture, il y a une espèce d'excitation, de jouissance, c'est très amusant. Au fond, les enfants, ils adorent jouer avec la nourriture, faire des espèces de trains avec des petits pois sur l'assiette, ou balancer des boulettes de pain en faisant des catapultes, de jouer à l'avion pour faire manger le bébé comme ça en disant bzzz, attention, il va atterrir et voilà la compote de pommes. Cette chose-là, ce plaisir-là, on le retrouve en bande dessinée. Et puis les situations de table, ça permet des expositions de caractères, de situations très simples, comme ça, à peu de frais, on a tout le monde, on voit les tempéraments de chaque personnage. Et puis un peu à la Chaplin, je dirais, les premières bandes dessinées qui étaient souvent des héros en couleur, les pieds nickelés, les choses comme ça, sont des gens qui sont souvent le ventre creux, et l'enjeu de qu'est-ce qu'on va manger est très important. Donc on va chercher sa pitance, et puis c'est peut-être l'input, le point de départ d'aventure quotidienne, c'est on va manger. Et puis de Avrel Dalton à l'omnivore absolu qui a pour leitmotiv quand est-ce qu'on mange au banquet d'Astérix, les grands monuments de la bande dessinée franco-belge et mondiale, puisque évidemment le manga est loin d'être en reste, ils sont une espèce d'obsession alimentaire qui nous ressemble. En ça, il y a beaucoup de différences entre le Japon ou la Chine et l'Europe, mais en tout cas ça, on partage ça en commun, le goût de la bouffe, que n'ont pas forcément énormément les Américains. Voilà, c'est effectivement un fil rouge. Et c'est ce qu'on montre dans l'exposition, où on découvre notamment ces planches de la fin FIM de l'histoire. Il y a un dessin très drôle où les sumo ont chacun leur Nutri-Score en fonction de... Voilà, normalement, dans les matchs comme ça de sumo, où en général, il y a des scores, des points qui s'affichent en haut de l'aire de combat. Et puis là, effectivement, c'est en fonction du Nutri-Score A, B, C, D, E. Et puis ça empire. Celui qui a le pire Nutri-Score, est évidemment à gagner. Alors si on repart en arrière dans ta carrière, quand on regarde ta fiche Wikipédia, il y est indiqué que tu pratiques le dessin d'humour depuis l'âge de 10 ans. Je dirais sans doute même avant, mais c'est vrai que j'avais un petit journal qui commentait le monde qui m'entourait, évidemment en bonne partie mes professeurs, ma famille, mais aussi tout simplement les choses qu'on entendait à la télé.
Moi, je suis un tempérament très angoissé. Et donc, voilà, quand on voyait, il y avait la guerre civile au Liban, avec déjà des attentats, le Hezbollah, moi, ça me terrorisait. Je voyais des mecs en cagoule qui disaient qu'ils allaient mettre des bombes. Et donc, je faisais des dessins pour rigoler de ça. Des choses horribles. Je me rappelle, parmi mes premiers dessins, il y avait eu un fait divers. L'idée d'humour noir m'a toujours étonné. Dès que j'ai compris que ça existait, l'humour noir, ça m'a paru une énorme arme, un naufrage de ferry en mer Baltique. Les mecs avaient mal fermé la porte arrière du ferry. Il avait coulé. Il y avait eu genre des centaines de morts. Ça avait été une catastrophe absolue. Et ce truc-là, j'avais fait des blagues là-dessus en dessin. Et donc ces petits fascicules, ces petits fanzines que je vendais, ça a été ma rampe de lancement. J'ai eu plein de titres de presse différents. J'étais un mini Rupert Murdoch à la tête d'un empire de presse. Donc il y avait le Julien Déchaîné, Chigum, Hyperite, Neige et Soleil, tout ça c'était des titres de presse que j'avais commercialisés tout au long, je dirais, de ma vie d'élève, d'écolier, puis d'étudiant. Ensuite, je me suis jamais arrêté. Et puis un jour, j'ai trouvé des interlocuteurs dans la grande presse qui ont accepté de publier mes blagues. Et voilà, ça a été un autre départ. Et dès 12 ans, tu remportes un prix Angoulême d'ailleurs ? Ouais, je faisais un petit atelier de BD et j'avais envoyé 3 pages au prix scolaire. Je sais plus exactement comment ça s'appelait à l'époque. Les noms, les fortunes de ce prix jeunesse qui existe toujours ont varié. Il y avait un partenariat important avec la caisse d'épargne et donc en gros le lot pour les gagnants consistait en une espèce de valise en plastique un peu transparente dans laquelle étaient placés des goodies caisse d'épargne, notamment une grande serviette de bain rouge qui avait comme caractéristique qu'elle était hydrofuge, c'est-à-dire qu'elle ne séchait rien, elle était inutile et en même temps j'avais une passion pour cette serviette de plage, d'autant que le stylo bic a dû marcher pendant 1h30 avant de se péter et par contre la serviette elle était increvable. Je pense que c'est une matière dont devraient s'inspirer les spationautes de la NASA pour conquérir le monde. Tu parlais du dessin de presse, effectivement, grande carrière dans la presse, Charlie Hebdo notamment. Comment et à quel moment se fait la transition avec la bande dessinée classique, le livre ça se fait, je pense, au moment où Il faut tuer José Bové, qui est ton premier bouquin. Oui, c'est étonnant d'ailleurs si le mécanisme psychologique qui a présidé à ça. Moi, j'étais plus qu'un lecteur de dessin de presse, un lecteur de bande dessinée dans l'enfance. Je les collectionnais, les lisais avidement. C'était vraiment au cœur de ma vie, de mes intérêts et mes seuls héros, à l'époque où des gens collectionnaient des photos de sportifs ou de chanteurs, c'était les auteurs de bande dessinée. Je me souviens, il y avait une émission de FM où il y avait des petits jeux, si on appelait ou je sais pas quoi, et le prix donné pour les gens, pour les gagnants, était de dîner avec la personne de votre choix. Donc les gens voulaient dîner avec Michael Jackson ou Michael Jordan. Et moi, ça aurait été avec Gottlieb, en fait, mon rêve, si j'avais pu dîner, ou Franquin, si j'avais pu dîner avec quelqu'un. Donc c'était vraiment mon fantasme. Et je m'étais jamais, et c'était tellement sacré, je dirais que j'avais jamais osé m'imaginer qu'un jour je ferais un album de bande dessinée. Des dessins, certainement, mais un album, carrément, c'était... Et ce qui fait pendant 12 années, j'ai fait mes armes dans la presse, vraiment en publiant beaucoup, des milliers de dessins. Et puis j'ai appris à dessiner comme ça, parce que j'ai pas fait d'école d'art. Moi, j'ai mes limites graphiques, évidemment. Je suis un historien qui dessine, pas vraiment quelqu'un qui a toutes les armes en main. Alors je contourne un petit peu mes manques. Et en fait, j'ai eu un déclic, c'était René Pétillon, qui lui aussi avait fait énormément de dessins de presse. Il a fait l'inverse, lui d'ailleurs. Il avait plutôt commencé par la BD, puis il était allé au dessin de presse. Mais cet album, L'Enquête Corse, qui pour moi a été vraiment le point de départ comme exemple déjà de perfection, d'horlogerie comique, de densité d'humour et de mariage parfait, inégalé entre l'actualité, le commentaire de ce qui se passait autour de nous et une vraie histoire de bande dessinée, une narration avec un personnage, un suspense. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux être Pétillon, je veux être l'Enquête Corse. Et donc, ce premier album a été publié sous l'aile de Pétillon, dans l'ombre de Pétillon, chez le même éditeur, avec les mêmes maquettistes, dans la même collection. Et à partir de là, la bande dessinée a très très bien marché, Il faut tuer José Bové. Donc, c'est un mélange de ce que j'avais vu pendant des années à Charlie, notamment autour de l'altermondialisme, les antimondialistes, etc. Et voilà, c'était le départ. Et après, effectivement, chaque année, j'ai fait un album quasiment ou deux depuis lors. C'est en 2005. Oui, notamment, tu t'en parles pour te présenter, mais la série Silex and the City, qui rencontre un vrai succès vis-à-vis du public, adapté à la télévision, La Planète des Sages avec Charles Pépin. À chaque fois, Heitor Alfonso tout à l'heure, on en parlait, depuis La Planète des Sages, comme ça, tu t'associes à un spécialiste de la spécialité. Alors en fait, j'ai une double vie parce que il y a la vie d'auteur solitaire, ce qu'on appelle élégamment l'auteur complet,
on fait le parcours complet en équitation ou le poisson complet dans les restaurants tunisiens, voilà. En fin de compte, il y a des choses pour lesquelles j'arrive à trouver de l'énergie et l'envie tout seul, Silex and the City par exemple, et puis parfois, on se sent un petit peu seul, et c'est sympa d'avoir un compagnon en fait de route, quelqu'un avec qui échanger, avec qui faire un ping-pong. Donc c'est pas tellement une espèce de validation universitaire ou de savoir, même si c'est bien pratique de travailler avec quelqu'un qui sait plus de choses sur un sujet que soi-même, mais c'est voilà, une espèce de récréation aussi, puis une façon de, vous savez, il y a les stars de la politique ou de Hollywood, parfois, quand ils commencent un peu à vieillir, à devenir vieux schnock, ils vont dans une clinique en Suisse, ils se font enlever la moitié du sang, ils se font transférer du sang neuf de quelqu'un un petit peu plus en forme. C'est un truc à la Berlusconi ou à la Elon Musk. Et ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que en m'associant à quelqu'un qui vient d'un autre monde, j'ai l'impression de me fouetter le sang. Il faut aussi quand même qu'on dise effectivement quelques mots de Lucky Luke. Tu disais la fierté de succéder à René Goscinny et à d'autres d'ailleurs, mais comment on succède justement et comment on reprend un monument de la bande dessinée comme celui-là? Reprendre une série patrimoniale dans l'absolu, évidemment, c'est compliqué. Il y a des codes, il y a des enjeux, il y a des espérances, des attentes économiques, des gens un public et une critique qui peuvent nous attendre au tournant. Mais en fait, moi, je m'en suis pas tellement préoccupé. En fervent lecteur de Lucky Luke, ça m'a pas paru un exercice si difficile que ça, parce que dans ma tête, depuis l'enfance, j'avais fait des spin-offs, j'avais fait des suites de Lucky Luke, je les avais imaginés, et évidemment, il y a des millions de personnes dans mon cas. Moi, j'ai juste eu cette espèce de grand honneur qu'on me donne les clés du camion et que je puisse tracer la route moi-même avec ce personnage et cet univers très très complet, avec plein de personnages secondaires, plein de lieux emblématiques. Il y avait eu beaucoup d'albums auparavant, donc c'était une grammaire bien établie. Et en bon élève, je me suis dit, je vais savoir utiliser ces outils et puis mettre ma patte sans trop m'immiscer. Donc c'était plutôt cette espèce d'équilibre-là, de cocktail entre création personnelle et la façon d'assumer et de respecter un héritage vénérable. Donc ça, c'était un sujet. Mais en fin de compte, l'ampleur, le fait qu'à chaque fois, il y a plusieurs millions de lecteurs pour chaque album, que c'est traduit dans toutes les langues, qu'il y a ces enjeux-là, c'est plus une espèce de défi un petit peu excitant, mais j'ai pas de révérence ou d'anesthésie particulière due à cet enjeu d'énormes séries. Peut-être j'ai tort, mais en même temps, cette insouciance-là permet sans doute quand même aussi un petit peu plus de liberté par rapport au sujet. Bon, là, je vais sortir bientôt mon 5e Lucky Luke. C'est juste très fatigant. C'est-à-dire que Lucky Luke, c'est dans tous les travaux que je fais, dans toutes les pistes que je creuse, la chose la plus fatigante, la plus exigeante éditorialement. Effectivement, je me dis, il ne faut pas se manquer, et j'ai en perpétuelle présence le fantôme de René Goscinny perché sur l'épaule, et il pèse très lourd. Justement, comment t'envisages la suite? Des Lucky Luke, encore beaucoup? D'autres séries? T'as déjà des idées de nouveaux spécialistes? Jusqu'à ma mort, pourquoi pas. Le grand génie de cette série lui permet encore d'avoir une très très longue vie. Lucky Luke est un personnage qui a des très bons gènes et qui vieillit bien. C'est un vin de longue garde. Donc oui, j'ai encore plein de thèmes et ça m'amusera toujours. Et puis ensuite, évidemment, j'ai mes séries à moi. C'est important en fait d'alterner des choses où il y a des contraintes, où je suis pas complètement maître à bord, y compris éditorialement, quand on les sort, quand on les promeut, il y a des ayants droit, c'est toujours un peu compliqué. Et puis c'est quand on a son propre jouet, là on peut faire ce qu'on veut, y compris le casser, on peut faire n'importe quoi, donc ça c'est autre chose. Mais effectivement, dans cette série des reprises, il y a toujours des univers à explorer plutôt rigolos. Et là, on m'a proposé, avec Disney et Glénat, de reprendre Picsou. Et alors là, de faire un petit tour de piste avec Picsou, ça change, c'est très différent et ça m'amuse déjà beaucoup. Et en attendant ce Picsou et les autres, on relit tous ces titres dont on vient de parler. Et surtout, la fin de l'histoire, on vient voir aussi les planches originales à Angoulême, au musée de la bande dessinée, où l'exposition Croquet se tient jusqu'au 10 novembre. Jules, c'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. La première BD que tu as lue? Je sais très bien laquelle c'est. C'est une BD pourrie, une espèce de produit dérivé de je ne sais quoi qu'on ne vendait probablement qu'en supermarché. C'était un très grand format
de Maya l'abeille. Et donc, c'était Téléimage ou Visio-Image ou je sais pas quoi, qui était la société qui distribuait les dessins animés Maya l'abeille à la télé et qui avait pris limite des captures d'écran, je crois, de dessins animés Maya l'abeille, qui avait remonté une histoire. C'était probablement très mal traduit, c'était en mauvais français, tout était absurde. Et c'était Xavier Hubert, qui était dans ma classe en maternelle, qui m'avait offert pour mon anniversaire. Mes parents considéraient que j'étais sans doute un peu trop petit pour lire des BD. Je lisais vraiment juste des petits livres illustrés pour enfants. Et cette première BD, c'était Maya l'abeille. Je l'ai lu, relu. Elle existe encore. Et en fait, ça n'avait ni queue ni tête, ces histoires. C'était n'importe quoi. Mais justement, ça ouvrait l'imagination. Tu pars de loin. La meilleure BD de tous les temps? La meilleure BD de tous les temps, j'ose espérer que je la connais pas encore et qu'elle va me porter. Parce que si on en élit une, c'est vraiment injuste pour tellement d'autres qui me plaisent. La plus belle couverture de bande dessinée? Ah, c'est une bonne question. Moi, j'ai une édition que j'adore, qui était une édition un peu luxe particulière de la bande dessinée de Franquin, QRN sur Bretzelburg, qui traite largement de la nourriture d'ailleurs. Et en fait, il y avait eu une édition un peu luxe avec une jaquette en fait par-dessus, très brillante. Et un des trucs marrants, dont je me suis inspiré parfois d'ailleurs, c'est qu'à un moment, les personnages s'échappent d'une forteresse dans une espèce d'Europe centrale germanisante, et donc ils sont dans un tunnel. Et en fait, la gestion du noir, en fait, où il y a juste le tunnel creusé, et puis tout le reste de la page est noir, et en plus avec ce papier brillant de cette jaquette-là, comme ça, ce noir hyper dense qui petit à petit, avec un hachurage, passe au bleu nuit, justement, pour arriver vers le tunnel, et ces personnages à l'intérieur, il y a une intensité dramatique, une pureté juste du rapport du noir à la couleur, qui rend le truc désirable et impressionnant. QRN sur Bretzelburg, dont on voit des planches originales dans l'expo Croquet, d'ailleurs. La plus belle case de bande dessinée? Oui, ça c'est intéressant. Il faudrait avoir une pensée ChatGPT absolue pour pouvoir lire ça. On a tendance à trouver souvent que les plus belles cases, c'est des très grandes cases, des cases planches, parce que effectivement, il y a beaucoup de choses dedans. Moi, il y a une case que j'aime bien. C'est pas la plus belle case, mais à laquelle je suis très attaché. Je sais plus exactement dans quel Astérix, mais en gros, il y a un Astérix qui fait la voiture balai de tous les autres parce que il retrouve des personnages qu'on a adorés dans d'autres albums et ils se retrouvent tous dans un banquet ensemble. Et donc, c'est cette case de fin de banquet. Il faudrait que je retrouve dans quel album c'est, mais en gros, où il y a les Ibères, d'Astérix en Hispanie, les Belges, qui sont là, des Goths, des Auvergnats en fait, du Tour de Gaulle. Et donc le fait qu'ils réunissent plein de personnages d'autres albums dans une seule case, ça me paraissait complètement intrépide et excitant au possible pour un lecteur. Ton personnage de BD préféré? Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, pour moi, c'est pas seulement un personnage de BD, c'est un rôle modèle, comme on dit. C'est un modèle pour la vie. C'est-à-dire quelqu'un qui est d'une intégrité et d'une imagination folle, qui est torturé, qui est angoissé, qui est généreux, qui est expérimental et qui est vraiment d'une espèce d'insolence et de liberté qui, transposée à toutes les époques, est une grandeur, je dirais. Et là aussi, Gaston, dont on retrouve des planches originales dans l'expo, notamment pour La morue à la fraise. Ton personnage de BD détesté maintenant? Bon, il y a tous les personnages très réalistes et premier degré m'ont été complètement indifférents. Je pense à Michel Vaillant, Bug Danny, tous ces personnages-là très réalistes avec de l'aventure où je disais mais à quoi ça mène de tous ces trucs quoi. Et en fait, je le déteste, je le trouve grotesque, je le trouve pathétique, moche et absolument surévalué parce que c'est un personnage à grand succès. C'est Largo Winch, sous-titré « Le milliardaire en blue jean ». J'ai la nausée. Tu dessines dans le calme ou en musique? Je dessine volontiers en musique, alors que j'écris dans le calme. Toute la partie scénario, les idées, y compris les crayonnés d'ailleurs, sont plutôt dans le calme, parce que ça me donne des mauvaises directions, des mauvaises pistes. Mais ensuite, l'ancrage et surtout la mise en couleur. Là, on est vraiment dans un monde de musique. De même que j'ai toujours l'impression que moi, mon travail, c'est un petit peu comme les agriculteurs. C'est-à-dire qu'il est soumis à une saisonnalité. J'ai pas une journée type de travail, mais c'est plutôt dans l'année, entre janvier et mars. Je trouve des idées, je trouve des scénarios, j'écris énormément. Entre mars et juillet, c'est le moment où je dessine. Je fais les crayonnés, l'ancrage, etc. L'été, c'est un peu les finalisations, les mises en couleur.
une sortie d'album, c'est l'automne. Et donc, avec les dossiers de presse, tout ce qui va autour, les envois, les choses comme ça. Et puis ensuite, il y a la partie d'hiver qui est la promo. En fait, il faut aller signer, faire des dédicaces chez les libraires, aller dans les médias et tout. Et puis, on est rincé à la fin de l'année et on recommence ce cycle éternel des saisons. De la même façon, certaines de ces étapes sont musicales et d'autres silencieuses. Couleur ou noir et blanc ? En fait, moi, j'ai été contraint de commencer à travailler uniquement en noir et blanc à cause de la presse. Il y avait très peu de supports qui permettaient la couleur. Et puis, l'exigence de rapidité d'exécution faisait que la couleur était un luxe qu'on ne pouvait pas se permettre. Mais moi, j'ai toujours préféré la couleur. Et en fait, quand on met en couleur un personnage, je trouve qu'il y a ce petit truc magique du personnage qui prend vie, qui donne des dimensions. D'autant que moi, je ne suis pas un grand technicien, donc je n'aurais pas des proportions extraordinaires de corps et d'anatomie, des plans de ville et d'architecture à couper le souffle. Et donc, les petites touches de couleur donnent cette vie-là qui pourrait peut-être parfois manquer à un mouvement, une beauté de quelque chose. Et la beauté, la densité, c'est la couleur. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de BD que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément ? Il y a quelqu'un que je conseille énormément, qui a ce pédigré-là aussi d'être beaucoup dessinateur de presse, illustrateur, mais qui a fait un certain nombre d'albums. Et pour moi, c'est en gros imaginez Sampé qui aurait fait des albums autobiographiques en bande dessinée, mais qui serait né dans un petit village de Malaisie et qui aurait dessiné pour les plus grands journaux, les plus grands organes de presse d'Asie du Sud-Est, le New Straits Times de Singapour. Et c'est un dessinateur qui s'appelle Lat, L-A-T, et c'est une idole dans tout ce monde sud-asiatique. Il est très marrant, très sarcastique. Il était à Angoulême une année, et il y a longtemps de ça. Et ce type super sympa a fait ce magnifique mélange de Petit Nicolas et d'autobiographie comme ça. Et ça s'appelle Kampung Boy, cet album qui est sorti d'un tout petit éditeur un peu alternatif qui s'appelait Tetrock. Alors je sais pas s'il existe d'autres éditions aujourd'hui. On en trouve en anglais, plus facilement évidemment. C'est un génie total, ce Lat Kampung Boy, vraiment inoubliable. Merci beaucoup Jules d'avoir joué le jeu. Merci. Et donc, on relit la fin de l'histoire FAIM. On va voir les planches à Angoulême au musée de la bande dessinée. Puis on peut aussi relire Silex and the City, La planète des sages et tout le reste. Merci. Neuvième Art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.